Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Salut Marina. Hello les filles. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de votre invitation. Écoute, merci à toi d'être avec nous. On est très contents de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter très rapidement, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Très bien. Eh bien, je suis Marina, la fondatrice du concept store holistique La Scénographe, qui est un concept store de créateurs français, essentiellement made in France, orienté shopping éthique, art de vivre et bien-être. Et donc, dans la boutique qui se situe à Saint-Georges, dans le 9e, il y a à la fois une petite salle de yoga et une cabine de soins. Parce que l'idée, c'est que ce lieu soit un peu un lieu ressource où on puisse aussi bien acheter de belles choses qui sont faites avec soin, que ce soit à la main, de l'artisanat, etc. Mais qu'on puisse aussi découvrir une expérience un peu holistique, bien-être, ou faire un soin en cabine, que ce soit une séance d'hypnose, un massage énergétique. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu un lieu de vie. Respectueux et qui a vocation à faire du bien. Ok, excellent. Voilà. Ça donne envie d'y aller, de passer un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où t'es venue cette idée, comment ça a démarré? Parce que d'abord, il y a eu un blog aussi. Donc, Est-ce que tu peux expliquer un peu l'histoire de ce qu'il y a derrière La Scénographe, du coup? Ouais. Donc, le projet, il a commencé à 9 ans déjà, avec un blog de tendance et d'art de vivre. Mode, déco, lifestyle de manière générale. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de business plan. Tout s'est fait de manière hyper organique et intuitive. Le blog, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré écrire sur les tendances, etc., les bonnes adresses parisiennes. Assez rapidement, je crois, au bout de 6 mois, j'ai créé la société. J'ai quitté mon CDI en événementiel, dans l'industrie télé. Tellement j'étais portée par ce nouveau projet. Je savais pas où j'allais précisément et comment j'y allais. Mais c'était assez évident, donc j'ai créé ma société, j'ai monté une marketplace, donc un site qui rassemblait tous mes coups de cœur de créateurs, mode, déco. Et puis ensuite, il y a eu des pop-up physiques 2 fois par an. Donc il y a eu, une dizaine de pop-up peut-être, notamment Espace Beau Repère sur 200 mètres carrés, où j'accueillais une trentaine de créateurs pendant une semaine sur 200 mètres carrés, entièrement scénographiés. Donc je faisais venir des énormes camions de mobilier vintage pour vraiment que ça ait une âme. Et que ce soit pas juste des portants, vous savez, les marchés de créateurs, parfois, c'est pas toujours hyper sexy. Et là, je voulais vraiment qu'il y ait un univers qui soit créé, qui soit l'univers de La Scénographe. Il y avait des collections capsules qui étaient créées aussi, toute une campagne de communication. Et voilà. Et donc, ça a été pendant quelques années. Et puis après, c'est imposé un peu l'envie d'avoir un lieu physique où je puisse recevoir mes clients. Puisque comme c'était de belles pièces, un petit peu plus chères que la moyenne, puisque made in France, d'artisanat, je trouvais important que les gens puissent voir ces pièces, les toucher, que je puisse leur raconter l'histoire de chacune de ces produits, chacun de ces produits, ce qui n'est pas possible ou plus difficilement possible en ligne sur un site. J'ai eu une première adresse rue Condorcet pendant 2 ans, en collaboration avec une très belle marque de fauteuils vintage entièrement restaurés. Et il y a 4 ans, j'ai créé donc ce nouveau lieu, donc la boutique actuelle, qui était à la base donc ce concept store, puis post-Covid, qui s'est transformé donc en lieu un peu plus de vie avec la cabine de soins et la salle de yoga. Ce projet, il me suit vraiment dans mes envies, dans mes étapes de vie. Et pendant le confinement, j'avais eu un décès, ça a été un peu difficile. Et donc, je me suis mise, j'avais enfin le temps de me déposer quelque part dans mon appartement tous les jours. On ne pouvait pas sortir pendant 2 mois. Et donc, je me suis mise à la méditation et au yoga. Et forcément, quand on pratique tous les jours le yoga et la méditation, ça change beaucoup, beaucoup de perspectives. Et donc ça, c'était les 5 ans de La Scénographe. Et j'ai vraiment eu envie de transformer ce lieu en lieu de vie, donc la salle de yoga, la cabine de soins. Et petit à petit, assez intuitivement, la sélection qui était un peu plus déco s'est orientée de plus en plus bien-être, beauté, des choses à base d'huile essentielle, plein de choses pour des produits ressources, pour se faire du bien et faire du bien aux gens qu'on aime quand on offre un cadeau.
pas juste un petit truc mignon, rigolo, mais juste un objet qui a une histoire et voilà. Ouais, qui a du sens. J'adore et du coup j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête. C'est très très beau en tout cas de voir l'évolution du projet et qui paraît. Enfin, j'imagine que c'était pas si fluide parce que j'imagine que t'as beaucoup de questionnements, d'étapes, d'obstacles, etc. Mais qui paraît quand t'en parles relativement fluide et qui colle à ton image à toi et à tes évolutions de vie aussi. Donc c'est très très beau à voir. J'aimerais juste qu'on retourne un tout petit peu au début, quand t'as lancé ton blog et que t'as quitté ton taf. Est-ce que tu savais pas forcément où t'allais aller? Est-ce que t'avais un budget de côté? Est-ce que t'avais une épargne de côté? Est-ce que t'avais déjà par exemple des rentrées d'argent avec ce blog? Ou est-ce que tu l'as quitté parce que tu t'es dit ok, faut que je m'y mette à fond? Enfin, t'étais dans quel état d'esprit en fait quand t'as fait ça? Quand j'ai eu le blog, j'avais 30 ans et je m'étais dit si à 30 ans t'es pas pleinement épanoui dans ton métier, tu changeras. Mais c'était vraiment une idée qui était là un petit peu, mais je pensais pas être un jour entrepreneur, je pensais pas créer ma société, enfin c'était vraiment voilà. Et donc j'ai 30 ans, j'ai ce blog, je me dis non mais c'est vraiment une évidence. Moi je travaille beaucoup à l'intuition et je me fais confiance, donc en général quand je suis portée par des élans, c'est en général ma vérité en tout cas. Et donc en fait j'ai eu la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Il y a eu beaucoup de bienveillance, on m'a vraiment porté, les gens savaient que je bossais jusqu'à 1h du matin sur mon blog, etc. Donc à la base, petite erreur, j'ai fait un congé sabbatique de 6 mois. Okay. Donc là j'étais sur mes économies, parce que j'étais dans une grosse structure avec des participations annuelles, donc voilà. Donc 6 mois de test, mais très rapidement j'ai compris que je reviendrai jamais. et je me souviens d'avoir appelé mon patron en disant bon en fait vous savez, c'est tellement évident que vous savez la personne qui me remplace, offrez-lui le poste. Faut qu'elle reste. Voilà. Et donc rupture conventionnelle, donc la sécurité financière pendant 2 ans pour construire mon projet. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça au départ. Et après donc le blog au début, les 6 premiers mois de congé sabbatique, il y avait aucun business model. J'avais envisagé de mettre un peu des encarts pub, mais moi ça me dérangeait parce que ça venait altérer un peu ma ligne éditoriale. Je voulais pas que ça casse mon message. Et voilà, donc j'étais un peu puriste. Et puis ensuite, la marketplace. Donc je trouve que c'est génial avec le digital aujourd'hui. Alors, on parle de ça, c'était il y a quand même un certain temps, il y a 9 ans, il s'est passé tellement de choses depuis. Donc c'est un peu désuet de dire ça maintenant, mais de pouvoir tester son modèle en digital, en ligne, ça permet de tester très peu de fonds. Très peu de fonds. Moi, c'était du dépôt. Enfin, c'était pas du dépôt, c'était du dropshipping. Donc j'avais un site à payer. Je travaillais de chez moi. Et donc voilà, donc il y avait mon blog drainé, générait un trafic sur le e-shop, ce qui est pas du tout évident au début, d'avoir un flux un peu dynamique. Donc ça, c'était le blog qui m'apportait ça. Et voilà, donc du coup, et puis après il y avait les pop-up 2 fois par an qui généraient beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais c'était une telle organisation, enfin meubler 200 mètres carrés pour une semaine, accueillir tous ces gens, enfin voilà, donc c'était hyper intense. Et moi, je crois que mon dernier pop-up, l'avant-dernier pop-up, j'étais enceinte. Donc j'étais enceinte voilà, en petite robe, en petit talon, et j'étais waouh, en fait là je peux plus rien porter. Enfin, et puis je sentais que c'était un peu la fin de ce modèle de pop-up qui était hyper énergivore et hyper challenging parce que c'est des campagnes de com. Enfin, je travaillais dessus pendant 6 mois. Donc il y avait beaucoup de CA qui étaient générés en très peu de jours, en 7 jours, qui permettaient du coup, pareil, j'avais un business model. Alors c'était intuitif, c'était vraiment du bon sens pour moi, mais c'était d'avoir ce lieu qui coûtait, je crois, 7 000 € la semaine. Donc les créateurs donnaient une participation pour avoir droit pour avoir accès à l'événement. Puis je prenais une commission sur les ventes. Et donc en fait, j'assurais déjà la location. Donc en fait, il n'y avait pas de prise de risque. J'ai toujours géré mon business sans trop prise de risque. J'aime le côté organique à taille humaine parce que ça me correspond. Et en échange, les créateurs, ils avaient vraiment une visibilité. On co-créait des produits exclusifs ensemble. Je faisais un photoshoot pour qu'il y ait vraiment toute une campagne. Et il y avait un thème à chaque fois que je choisissais en fonction de mes envies du moment. Donc il y avait vraiment toute une histoire qui était racontée et sur laquelle on travaillait pendant 6 mois. Et après, le pop-up était l'aboutissement de ça. Voilà. Waouh, ça fait beaucoup de taf. Mais c'est vrai que c'est super comme modèle parce que c'est vrai que au début, t'as pu peut-être tester des choses en ligne sur ta marketplace à toi, t'as pu prendre le temps de sélectionner les marques avec lesquelles tu voulais bosser aussi, et puis en fait, ça a évolué vers plus le concept store, etc.
Le fait de s'assurer après derrière aussi de demander une participation, ça c'est top. Mais en même temps, tu leur donnes la visibilité, ils t'en donnent aussi parce qu'ils ont peut-être déjà des clients fidèles. Donc en fait, c'est vertueux. Ouais, c'est génial oui, comme ça porte. Ouais, absolument. Et du coup, pour la marketplace, donc avant même du coup vraiment les pop-up, etc. Comment est-ce que, enfin, du coup, est-ce que tu avais besoin de beaucoup de capital pour lancer ça? Alors c'est une grosse blague. Mon capital est de 100 €. Toujours aujourd'hui. Et ça me fait rire. Je dis, mon Dieu, c'est un peu la honte quand même. J'aurais fallu quand même qu'il y ait 1 000 €. Et non, j'ai vraiment commencé avec 0. J'avais un peu d'économie. Ça payait mes frais de site, ça payait mon logo. Ouais. Mais j'avais vraiment 0 budget. C'était pas anticipé comme projet. Ouais. C'était pas, je me suis pas dit pendant 1 an, alors je vais faire ça, je vais quitter mon boulot. Et non, c'était en fait une évidence. Ok, j'ai le blog. Moi, c'est vrai que je fonctionne vraiment comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Mais je trouve que c'est très bien parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup trop de questions et qui se disent. C'est ce qui fait que tu vas pas aussi, quoi. C'est ce qui te bloque parce qu'au final, toi, c'est ce que tu dis, c'est que il y a pas eu ce questionnement de punaise, comment je vais faire et comment je vais gérer. Non, tu l'as senti. Ouais. Tu as eu du coup ce congé sabbatique qui t'a laissé le temps de confirmer que donc en fait tu t'es juste écouté et t'as roulé dedans un peu naturellement, quoi. Clairement, et c'est vrai que le mental, il est là pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité. L'intuition, c'est notre vérité. Donc c'est vrai que si on écoute le mental, il est là pour avoir du bon sens et faire des choix avisés. Mais si on est trop dans le mental, on se bloque. C'est là où on fait pas. Donc c'est vrai que j'imagine que j'ai un peu cette chance de réussir à pas être trop dans le mental. Le mental, je l'utilise vraiment pour le côté pratico-pratique et le bon sens. Mais sinon, quand je sens que je suis animée par quelque chose, je sais que c'est une vérité pour moi. Et donc à ce moment-là, je fonce et je déploie toute l'énergie parce que je suis quelqu'un de très passionné. Donc quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc voilà, c'est vraiment des élans du cœur. C'est un peu nounours, mais non, voilà. Mais c'est très beau et c'est ce qui fait que tu en es là aussi aujourd'hui et que la scénographe existe comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est aussi comme ça que tu as sélectionner les personnes avec qui tu travailles? Enfin, comment c'est venu justement tous ces créateurs? Comment est-ce que tu t'es mis en contact avec eux? Comment ça s'est passé avec eux? Alors toujours pareil, de manière hyper organique et non réfléchie. Ça sera le thème du podcast. Disons qu'en fait, comme j'écrivais des articles sur des créateurs, comme j'avais ce travail un peu de journaliste, je faisais 5 articles par semaine sur différents sujets. Donc en fait, je me souviens, la première marque avec qui j'ai travaillé, je travaille encore avec elle. D'ailleurs, je porte des bijoux de cette créatrice, Four Crosses, marque parisienne, et je me souviens très bien, je lui ai dit Sophie, j'avais fait un article sur elle, je lui ai dit Sophie, si je fais une marketplace, tu me suis, il me faut, je crois que c'était 12 ou 20 créateurs pour lancer le site, je lui ai dit tu me suis, parce que j'étais un petit peu comme ça, je savais pas, c'était nouveau, et elle me dit bah oui, je te suis, on y va, et tout s'est fait comme ça de manière, au début je pense que c'était des gens que je rencontrais, dont j'aimais le travail, donc on travaillait ensemble, et puis évidemment plus le temps passe, plus les gens viennent à toi. Oui. Et donc te propose t'envoies un mail et te propose leur book et tu décides si ou non ça a du sens pour toi, si c'est le coup de cœur. Et donc voilà, après il y a eu aussi des marques, c'était le bouche à oreille, il y a eu parfois c'était drôle, je rencontrais un ami qui me dit mais ma sœur elle a une super marque, et au final c'est effectivement une super marque qui vient juste de se lancer, donc je fais go, on y va. Et j'aimais bien aussi cette dimension de dénicher des talents. Donc j'avais toujours aussi cette idée de ne pas prendre les marques à la mode, mais de prendre les marques peu connues qui n'étaient nulle part et pour leur donner une voix. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a toujours aussi animée, c'est de donner une voix à des gens talentueux et voilà. Donc souvent je prenais le contre-pied, j'essayais de pas prendre de choses connues. Et c'est une de mes petites fiertés, c'est qu'il y a plein de marques que souvent je suis la première à les distribuer. Et je pense à une marque avec qui j'ai eu un partenariat et je lui avais dit quand j'ai rencontré, non mais c'est génial, dans 6 mois t'es au bon marché. 6 mois plus tard elle était au bon marché et j'étais la première à distribuer. Génial. Donc voilà, donc j'aime bien cette idée de dénicher et de sortir un peu des sentiers battus et puis aussi de co-créer avec les créateurs, beaucoup de co-création de pièces exclusives, voilà, sur des thématiques, des capsules et qui deviennent des pièces régulières de la boutique, voilà. Et voilà, pour ce point de vue un peu singulier, un peu différent, voilà. Ouais, mais c'est génial parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être difficile au début parce que t'as tendance à te dire, mais en fait, si c'est pas déjà connu, si c'est pas déjà à la mode, c'est risqué entre guillemets. Est-ce que les gens vont aimer, etc. Mais c'est aussi très bien parce que si justement ça décolle, enfin déjà de 1, c'est ton image de marque, donc c'est aussi les gens viennent chez toi parce qu'ils peuvent trouver ça pour l'instant nulle part ailleurs.
et parce que c'est particulier et que c'est voilà. Et quand ça décolle, bah c'est encore mieux parce que voilà, t'as contribué à ça, chouette, donc et puis t'as la visibilité après qui vient derrière aussi, donc c'est super chouette. Et donc du coup ensuite au niveau donc t'as basculé de la marketplace au pop-up. Comment est-ce que tu t'es organisé là-dessus, surtout pour on va parler un petit peu la partie immobilier parce que sur ce podcast on parle aussi un petit peu d'immobilier. Comment est-ce que tu t'es organisé pour trouver les lieux? Parce que bon, on est quand même à Paris, donc j'imagine que c'est pas facile. C'est certainement très onéreux. Des espaces, voilà, où tu peux vraiment organiser ce genre de choses. Il y a quand même des restrictions, j'imagine, d'emplacement, de place, etc. Donc d'accueil de public, de sécurité, enfin. Et puis t'as tellement de choses à organiser pour une semaine très courte, donc tu peux pas te louper. Donc comment est-ce que tu t'es organisé pour faire tout ça? Alors le tout premier pop-up, c'était via mon attaché de presse qui m'avait mise en relation avec une galerie qui s'appelle Sgt Pepper, qui était juste au pied de Beaubourg, et donc très belle galerie d'art, d'illustration, qui faisait je sais pas peut-être 150 mètres carrés, et donc il m'avait confié gratuitement le fond de la galerie. Et donc j'avais un espace, voilà, c'est mon premier pop-up. Donc là il y avait pas 20-30 créateurs, peut-être qu'il y en avait que 6 ou 7, je me souviens plus. Mais voilà, donc là c'était vraiment la bienveillance de Cyrielle, la fondatrice de Sgt Pepper, qui avait dit OK, on lui ouvre nos portes. Donc hyper chouette, on a fait deux pop-up chez elle. Et donc voilà. Ensuite, je crois que ça a été du coup la galerie, l'espace Beaurepaire, rue Beaurepaire, donc là 200 mètres carrés. C'est énorme. Donc c'est énorme, c'est ambitieux. C'est un lieu, c'est marrant parce que j'étais tombée sur ce lieu par hasard. Il y avait une vente de créateurs et je me souviens du sentiment. Et c'est qu'après coup, je me suis dit, mais c'était le lieu où j'avais été une fois. Et en fait, ce lieu, c'était beau, tout était beau. Il y avait plein de beaux objets vintage. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et je sais pas comment j'ai trouvé ce lieu, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Bon, par contre, c'était 6 000 ou 7 000 euros la semaine, donc c'était un vrai budget. Donc, effectivement, il fallait trouver une manière d'assurer le coup. Et donc, je pouvais pas me permettre parce que j'avais pas beaucoup de trésor. Donc, il fallait être sûr que, même si c'était pas le succès attendu, il fallait que ce soit sécurisé et que ce soit safe et que je perde pas d'argent. Donc, du coup, il y avait ce modèle avec 30 créateurs, une participation chacun. Déjà, il y avait un équilibre qui se faisait, qui assurait, voilà. Donc ça, c'était l'espace de repère. Je crois que j'ai fait 6-7 salons là-bas. Et le dernier que j'ai fait, c'était un autre modèle. Donc là, on n'était plus dans le côté marché de créateurs, mais c'était rue du Château d'Eau. Alors j'oublie le nom. C'est un lieu, un testeur de commerce qui fait angle, qui est rue du Château d'Eau, à un angle hyper bien placé. Plus petit, ça devait faire 50 mètres carrés. Et donc là, j'ai fait 2 pop-up de Noël, je crois. Et donc là, c'était vraiment, ça a commencé à devenir une boutique. C'est-à-dire que les créateurs n'étaient plus physiquement présents et j'avais scénographié le lieu, selon ma collection qui s'appelait Cosmic Winter. Donc avec toute cette capsule, avec plein de choses un peu magiques, avec du bleu, du doré, un peu stellaire. Et voilà. Et donc là, ça a commencé à prendre ce format boutique. Et voilà. Et là, j'étais jeune maman, j'avais un petit baby de 3 mois. Wow. Non, mais je me dis, mais quelle folie, quelle énergie on a parfois quand on lance un projet. C'est dingue, et je serais incapable de déployer autant d'énergie toute seule. Donc pop-up de Noël, ouvert 7 jours sur 7 pendant 1 mois. Ma fille a 3-4 mois. Mais donc, on est d'accord que, petite parenthèse, tu as donc organisé tout ce pop-up. Oui. Pendant que tu étais en fin de grossesse. Et du coup, quand t'as accouché, comment t'as fait? T'as pas pris de temps off, en fait? Non. Et ça, je recommande pas du tout. J'imagine. J'imagine. Non, je pense que on se sent toujours un peu invincible et capable de tout mener à bien. Bon, parfois, c'était dur, parce que la fatigue, non, franchement, difficile. Et je le referai pas, vraiment, c'était pas la meilleure idée. Mais il fallait, en fait, parce que c'était Noël, que ma fille est née en septembre, c'était Noël, c'est là où il se passe le plus de choses, donc il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc voilà, j'avais une marque qui était en collaboration avec moi, donc on se partageait un peu le temps du pop-up, mais j'étais hyper fatiguée. Et puis comme j'aime bien toujours tout faire en mode à fond, en janvier, j'ouvrais la première boutique et j'étais sur un escabeau en train de peindre. Mais non. Donc voilà, hyper intense. Tout en même temps. Tout en même temps. Et hyper fatigant. Et en fait, le problème quand on est entrepreneur, je pense que la majorité des entrepreneurs font des burn-out.
On a du mal à se mettre les limites aussi. On a du mal à se mettre les limites parce que les enjeux sont hyper importants, qu'on est complètement porté par notre projet. Mais il faut savoir, ça c'est la grande sagesse qu'il faut transmettre en tant qu'entrepreneur aux personnes qui débutent. C'est clair. Aménagez-vous des moments de rien, de vide. Enfin, ne travaille pas tous les. Enfin moi, alors mon ex-mari est aussi entrepreneur et je l'ai toujours vu bosser comme un dingue jour et nuit. Et donc, je pense que ça a été aussi notre manière de fonctionner. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, 15 heures par jour avant d'avoir ma fille. Aujourd'hui, je ne travaille plus jamais le soir. Ce n'est pas du tout, je ne peux pas. Et donc voilà, donc je pense que c'est une erreur. Les 3 premières années, quand on est entrepreneur, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est à 10 000%, on ne vit qu'au travers du prisme de notre société. Parce qu'on est, voilà, c'est galvanisant, c'est génial. Et il faut donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est un parcours du combattant, donc on peut pas tenir comme ça 10 ans. C'est pas possible. C'est pas un rythme qu'on peut tenir sur la durée, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, vraiment, il faut savoir, il y a des temps il faut être à fond, mais aussi des temps, il faut se ressourcer, breaker, faire autre chose. Et la créativité, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de flexibilité, de créativité, de résilience. Absolument. Pour être créatif, il faut être reposé. C'est ça. Et il y a des moments, en fait, où on sent des cycles. Moi, je me souviens, au bout de 3 ans, au bout de 7 ans de société, il y a plus la même envie, il y a une forme de lassitude, on se sent un peu usé parce qu'il y a plein de choses extérieures qui sont pas propres à nous. Moi, c'est vrai qu'il y a eu moi j'avais connu les gilets jaunes, les attentats. Enfin, on a tout eu, on sait ça peut pas être pire, c'est toujours pire. Le Covid. Il y a toujours de nouveaux obstacles qui font que tu peux être vraiment épuisé ou à un moment donné usé. Et qui ont un impact direct aussi sur ton business, quel que soit le domaine. Et donc voilà. C'est clair, il faut avoir l'énergie de pouvoir rebondir. Mais donc pour avoir cette énergie-là, il faut avoir un minimum de repos mental. Absolument. On en parle. Je pense que c'est une discussion qu'on a régulièrement et qui revient à chaque fois qu'on interviewe des personnes sur ce podcast ou qu'on parle avec des potes qui entreprennent aussi. Et c'est vrai que on se rend pas compte parce que comme tu disais, en fait, t'es tellement porté par ça, surtout au début, parce que t'as tellement la passion et t'as 15 000 idées à la seconde et t'as envie de mettre ça en place, puis ça en place, puis ça en place, et puis tu vois ce que font les autres, alors du coup, et tu veux toujours faire plus. Et en fait, de un, tu peux te disperser et du coup commencer à faire n'importe quoi. Enfin, si tu remets constamment en question ce que tu fais, au bout d'un moment, ça va pas. Faut aussi optimiser ce que tu es déjà en train de faire plutôt que d'essayer de lancer des nouveaux projets. Et puis, comme tu dis, il faut aussi se reposer parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, la vie, un jour, elle va te mettre une claque dans la tronche et elle va te rattraper. Et là, c'est les burn-out que beaucoup. Moi, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais très, 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 très proche. Et par contre, avec la fatigue, jeune maman, entrepreneur, 1000 trucs, j'ai eu une période où j'allais rentrer faire les courses. Bon, après, ça parentait à un burn-out, mais je me souviens et je me dis, mais mon Dieu, mais quelle folie. Je rentrais au supermarché, ma fille devait avoir 6 mois, et je rentrais, je regardais les rayons, j'étais incapable de faire les courses et je repartais. Et je disais à mon mari, en fait, je sais pas, je peux pas, j'arrive pas à réfléchir. Donc c'est chaud. Donc je pense que j'étais un peu en burn-out quand même. Oui, vraiment peut-être à cette. Et peut-être aussi quand on a des enfants, le matin on peut pas rester au lit et se reposer. Voilà, faut se lever. On a un enfant qu'il faut amener à la crèche, qu'il faut nourrir. T'es quand même obligé de fonctionner aussi sur la vie un peu en dehors du côté entrepreneurial. Mais tu dirais que c'est parce que t'as eu justement ce rôle de maman aussi que ça t'a forcé à ralentir, ou est-ce que c'est juste qu'aussi à un moment donné t'es arrivé à un point où tu t'es dit pour continuer à être créative, à être productive, faut que je prenne du recul. Et est-ce que la boutique aussi t'a aidé peut-être avec les horaires d'ouverture ou? Alors c'est vraiment tellement différent. Avoir une boutique physique, ça veut dire qu'on n'a plus de samedi au début avant d'avoir quelqu'un qui vient travailler pour vous. Donc c'est des moments de famille qu'on n'a plus. Donc c'est d'autres contraintes. Non, je sais pas, je pense que on fait comme, quand on est entrepreneur, on fait comme on peut. On a un peu cette dimension aussi un peu en mode survie. Donc le matin, on se lève, on lâche rien et on met ce qui est trop dur, on le met sous le tapis et puis on enchaîne. Ça ressortira parce que on fait l'autruche. On fait un peu l'autruche. Et donc je sais que pendant 2 ans, j'étais quand même très fatiguée et je continuais. Et après cette découverte, je fais peut-être partie des gens qui peuvent dire que le Covid a été qu'on a été vraiment enfermés pendant 2 mois. Ça a été un peu un cadeau parce que j'avais l'obligation de ralentir. Le e-shop continuait, donc il y avait comme des commandes, des choses, mais je pouvais passer du temps chez moi avec mon mari, avec ma fille. Je faisais du yoga, de la méditation, c'était incroyable de pouvoir faire. Je faisais plus de sport depuis, je pense, 10 ans. T'as fait une pause un petit peu du corps et de l'esprit, et tout s'est clarifié. Et le yoga, ça permet
Ça permet de se recentrer, d'apaiser le mental, de se reconnecter à sa créativité, à son intuition. Il y a tellement de vertus pour le corps et pour l'esprit que tout à coup, j'étais brand new. C'était vraiment, hop, ok, donc là... C'est reparti un peu d'une page blanche. C'était une pause nécessaire, obligatoire, et pour moi, c'était un peu un cadeau. C'est tombé au bon moment. Et ça m'a permis, pour les 5 ans de la scénographe, de transformer le lieu et d'avoir un nouvel élan, voilà. Ouais. Et j'allais dire justement comment cette période, comment elle s'est passée pour toi, parce que tu dis que tu avais encore cette marketplace aussi. Elle existe toujours. Elle existe jamais toujours. Arrêté, Voilà, donc en fait, c'est ce qui t'a permis aussi de traverser le Covid, c'est que cette activité, tu l'as en ligne. C'est ça. Et est-ce que tu l'as conservée aussi pour ça, en te disant que tu avais toujours 2 opportunités. Il y a le physique, mais il y a toujours c'est une volonté de le garder, ça. Oui, je pense que moi j'ai commencé avec ça. Il y a plein de gens qui ont créé leur site par obligation dans un second temps parce qu'ils ont une boutique. Il y a plein de boutiques physiques à l'époque qui n'avaient pas de e-shop. Oui. Voilà, moi j'ai commencé par un e-shop, donc ça c'était évident que ça a continué. Et même si les ventes aujourd'hui en ligne ont baissé, ça reste une vitrine et les personnes elles ont besoin d'aller regarder un petit peu, de repérer avant de venir en boutique, ou elles viennent en boutique, donc elles réfléchissent pour un tableau par exemple, une aquarelle. Elles vont regarder à la maison avec leur mari, avec les copines pour faire un cadeau. Donc c'est vraiment une vitrine, un support essentiel. Et au-delà des ventes, il y a la dimension vente, mais voilà. Donc c'est évident que ce site il a totalement sa raison d'être. Ouais. Oui, c'est clair que c'est super d'avoir les deux et c'est cohérent parce que comme tu dis, il y a plein de gens qui réfléchissent. Enfin, je sais que moi souvent ça m'arrive d'aller en boutique et de réfléchir un petit moment et du coup plutôt que de devoir se redéplacer en boutique, si tu peux le commander en ligne, c'est vraiment génial. Ouais. Du coup, le lieu que tu avais, donc la boutique que tu avais déjà en fait pendant le Covid. Ouais. Comment est-ce que tu as restructuré est-ce que du coup tu as dû rajouter de la surface pour créer l'espace bien-être, le studio de yoga? Ou est-ce que tu avais déjà de l'espace que tu as aménagé pour créer ce studio et cet espace? Alors en fait, la cabine de soins c'était un bureau. Ok. Et l'espace stockage du sous-sol était pas utilisé parce que comme je travaille en flux tendu avec mes créateurs, j'ai toujours des petites séries. J'ai de quoi stocker à l'étage joliment, tout à portée de main pour pas avoir à descendre et monter quand on est avec des clients. Donc en fait, c'était 2 espaces un peu inutilisés. Et voilà, donc du coup, il a suffi de les transformer, de mettre un peu de budget pour les transformer. Ok. Bah, c'est top ça, parce que c'est vrai que si t'avais eu à trouver un autre local, ça aurait été encore des frais. On était tous très très fragilisés post-Covid. Ouais. Moi, je sais que il y avait une marque de suspension déco qui cartonnait à l'époque, que je vendais beaucoup, donc c'est vraiment ce qui m'a sauvé mon Covid. Là-dessus, c'était top. Mais par contre, on a été la reprise a été très lente, et depuis l'après-Covid, tout est bouleversé. À Paris, notamment, dans le 2e aussi, plus spécifiquement, c'est que les gens ont changé de manière de vivre. Il y a une vraie déconsommation. Les gens partent beaucoup plus en week-end. Comme il y a le télétravail, on peut partir 3-4 jours sans souci en travaillant 2 jours de Normandie, de Bretagne, voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment une transformation aussi du retail en ce moment très profonde. Ouais. Voilà. Ouais, qu'il faut du coup qu'il faut garder en tête parce que maintenant on le sait, mais qu'on savait pas forcément pré-Covid. Est-ce que justement t'avais réfléchi justement aux évolutions, à quand tu as trouvé ce local, est-ce que tu l'avais imaginé déjà évoluer, se transformer, ou est-ce que tu savais un petit peu que t'allais pouvoir être flexible si jamais? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout. En fait, ce lieu, on l'a co-ouvert avec une marque qui s'appelle Atelier Mouti, qui fait de la papeterie du papier peint. Et donc, en fait, on avait imaginé ce lieu à 2 dans cette collaboration-là. Elle avait déjà une boutique rue d'En-Raymond. Et en fait, suite au Covid, elle a décidé de se recentrer sur sa première boutique. Et donc, moi, j'ai récupéré pleinement le lieu. D'accord. Donc, en fait, il a fallu aussi composer à partir de ce nouveau schéma-là qui n'était pas anticipé dans un contexte de Covid un peu intense. Ouais. Donc, voilà. Mais je crois que quand on est... c'est pareil, c'est mon côté un peu bisounours, mais quand on est animé, sincère et que tout vient, tout c'est des élans du cœur et qu'on veut faire les choses bien, en fait, les choses, elles se calent bien. Donc, en fait, cette partenaire, en plein Covid, me dit finalement, je vais changer de stratégie. Est-ce que t'es OK pour récupérer le lieu? Moi, je dis OK, je le récupère parce que je veux pas le lâcher, ce lieu. Ouais. Et donc, j'en fais une opportunité après pour autre chose. Et je me dis, bon, alors moi, comme je fais du yoga à fond, j'aimerais trop transformer le sous-sol en salle de yoga. Je fais, non, mais Marina, t'es pas pour te faire que plaisir. Donc, du coup, réfléchis parce qu'on n'ouvre pas une salle de yoga comme ça. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, tu rêves. Mais c'était ça qui m'animait. C'était l'indicateur de l'intuition, il était là. Et j'ai parlé avec une amie qui est
experte à la base en marketing et qui est aujourd'hui business coach, mademoiselle Pierre, Stéphanie. Je l'ai appelée et je savais qu'il fallait que je l'appelle, mais je savais pas pourquoi. Et à un moment donné, j'ai dit, oui, je crois que ça y est, je sais pourquoi je l'appelle. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ferait pas une collab pour les 5 ans de la scénographe? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'ai cette idée de faire une salle de yoga, mais je pense que c'est pas raisonnable. Enfin, je pense pas que ça puisse faire l'argent nécessaire, Et donc, on a parlé, on a imaginé la collab des 5 ans. On a fait, elle m'a coaché pendant, je crois, il y a eu une session de brainstorming, de travail en collaboration pendant 2 semaines, je crois. Et je crois que c'est elle qui m'a soufflé cette idée de cabine de soins et qui m'a introduit à quelques premiers partenaires, dont Laura de Hello Hypnose que vous avez, je crois, reçu dans le podcast aussi. Laura qui est partenaire de la boutique depuis 3 ans. Donc voilà, c'est Stéphanie qui me l'a fait rencontrer. Enfin voilà, donc en fait, je me dis bon, voilà, j'ai cette envie, mais elle me paraît pas réaliste d'un point de vue business. Je contacte quelqu'un dont c'est le métier de m'accompagner dans cette transformation, qui me donne aussi des contacts, qui me conforte dans mon idée. Et puis là, c'est le truc, mais évident, et je retrouve un nouvel élan, une nouvelle cette passion en fait, ce feu qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, sinon autant aller se coucher et arrêter tout de suite. Et comme quoi aussi c'est très important, je pense, d'oser aussi parler de ses idées et de ses projets, parce que de un, ça te permet de structurer aussi certaines choses qui peuvent tourbillonner, parce que j'en connais une autre qui est comme ça. C'est que le fait de le poser un peu, ça permet de se structurer, et le fait aussi de le partager avec d'autres personnes. Il y a des choses auxquelles tu aurais peut-être pas pensé, il y a des contacts que, effectivement, carrément. Alors que si tu restes dans ton coin toute seule, à bosser et à essayer ça peut très bien sortir, mais c'est aussi magnifique de voir ce que on peut faire à plusieurs, quoi. Les projets voient vie, et c'est beau, quoi. Ouais, absolument. Non, c'est vrai que on a tendance à rester un peu dans son coin aussi, hein, à pas trop en parler, à pas oser, parce que voilà, peut-être que les gens vont dire qu'on est fous il y a plein de gens qui vont nous décourager parce que après souvent ça part d'un bon fond aussi. Il y a des personnes qui veulent notre bien et qui du coup ont peur, voient aussi les mauvais côtés de ça va pas marcher, ça va te coûter de l'argent, ça va pas rapporter, blablabla. Et donc ils vont te mettre des barrières, alors que c'est important d'en parler parce que justement il y a plein de contacts qui peuvent nous aider, et je pense que chacun dans notre entourage, on a bien plus de personnes bien placées pour nous aider qu'on le pense vraiment, quoi. Donc c'est super important. Et justement, du coup, les personnes qui t'entourent aussi aujourd'hui, et comme tu disais, pour la cabine, pour le yoga, etc., comment ça se passe cette gestion aussi aujourd'hui, que ce soit financier, mais aussi au niveau du planning? Comment est-ce que tu gères tout ça avec eux? Alors du coup, la cabine de soins, c'est toujours le même modèle depuis 3 ans maintenant. C'est vraiment de la location pure. Donc les partenaires louent une journée par semaine pendant 6 mois, pendant 3 mois. Donc vraiment, c'est des collaborations un peu sur le long terme. C'est comme une petite sous-location. Voilà. Et donc nous, on parle de temps en temps d'elles. Elles gèrent vraiment en toute autonomie leurs clients, leurs patients. Et nous, on donne un relais un peu de com de temps en temps. Vu que ça fait partie de l'ADN du projet, on a de la signalétique aussi qui en parle dans la boutique, à l'extérieur de la boutique. Voilà. Et après, la salle de yoga. Donc au début, j'ai créé ma programmation rêvée. Donc je faisais des programmations trimestrielles. Et donc, c'était un programme énorme. Donc, on avait 15 partenaires. Et enfin bon, toujours, j'aime bien faire les choses en grand. Quand j'y vais, j'y vais pas à moitié. Pas de demi-mesure. Mais donc, super engouement au début. Vraiment, les gens, ils sortent du Covid. La joie de se reconnecter à l'autre, d'être dans une petite salle de yoga. En plus, c'était que 5 personnes. C'est une toute petite salle qui est vraiment... on fait pas du yoga Hatha, Vinyasa. On fait vraiment plein d'expériences holistiques, bien-être. Donc, ça va être des chants de mantra. Donc très peu de gens connaissent, mais c'est extraordinaire et c'est hyper accessible à tout le monde. Du yin yoga parce que c'est assez statique et assez doux, ça ne demande pas de compétences particulières en yoga. Des bains sonores, donc la sonothérapie, bol de cristal, des talks sur l'ayurveda, la lithothérapie. Enfin, c'est vraiment l'idée on appelle la yoga room, mais en réalité c'est un peu une boîte à outils de plein de pratiques ressources pour se faire du bien. Il n'y a pas que du yoga, bien au contraire. Voilà, donc tous les 3 mois je sortais cette grosse programmation. Les gens étaient hyper enthousiastes, repartaient avec leur petit programme à la main, c'était trop chouette. Et après, la réalité nous a un peu rattrapé. Les partenaires qui ont le Covid, les participants qui ont le Covid, ils sont cas contact. Donc là, waouh, c'est chaud parce que c'est un second métier qu'on a créé. Et le retour sur investissement était pas fou. Parce qu'en plus, les partenaires sont pas en société, donc l'histoire de TVA, enfin, voilà. Donc du coup, je me dis, bon, c'est génial, mais par contre, d'un point de vue purement business, on n'y est pas. Donc,
j'ai commencé à réfléchir et c'était tellement de charges supplémentaires, tellement de travail supplémentaire. Donc j'avais Emeline, ma collaboratrice, qui était avec moi, qui gérait toute cette partie-là. Mais moi, la charge mentale que ça me rajoutait, c'était chaud. Voilà, donc du coup, on a observé, on a réfléchi, on a fait 3-4 trimestres comme ça. Et maintenant, on est revenu à un système beaucoup plus classique et qui est très bien comme ça. Et je pense que tout le monde s'y retrouve. C'est la location pure aussi. Donc la salle de yoga, elle est disponible en location 2 heures, demi-journée ou journée. Pour tout type d'ateliers. Là, par exemple, on a un pop-up de la marque Tazuri. Donc, les 2 Sani de leur pop-up, elles font des ateliers de céramique. Donc, voilà, 3 ateliers chaque jour de 2 heures de céramique. Ça fonctionne aussi. Enfin, tant que c'est en lien avec nos valeurs d'artisanat, de fait main, de bien-être, d'art de vivre, ça fonctionne. Et tu sélectionnes quand même les personnes qui vont venir le louer. Bien sûr. Mais effectivement, il y a ce côté sous-location que tu appliques maintenant aux 2 espaces dans la boutique. Oui. Voilà. Et donc nous, par contre, on a un compte Instagram dédié où donc c'est Emeline qui gère toute cette partie-là parce que moi je dis je peux pas. Donc il faut vraiment. J'ai tendance à pas demander assez d'aide ou pas assez m'entourer pour être aidée. Mais là, j'avais conscience que je pouvais pas tout faire. Oui. Donc c'est vraiment elle qui est en charge de cette partie-là, de trouver les partenaires, quand les partenaires nous contactent, de leur expliquer notre mode de fonctionnement, d'avoir le contenu pour créer les fiches, parce que sur notre site internet, il y a une partie qui s'appelle Yoga Room, toute la programmation est en ligne, et après elle link vers le site où réserver. De la personne pour... De la personne. D'accord. Donc nous, on est vraiment... le site fait vitrine, avec tous les éléments, on le relaie, on fait des stories, etc. sur le compte dédié, mais après les partenaires bookent leur créneau et gèrent leur réservation. Voilà. Okay. Et ça, c'est vachement plus équilibré, ça a beaucoup plus de sens en fait. Oui, tu t'enlèves toi aussi en fait cette charge mentale, tout en offrant quand même à ta boutique et à tes clientes un service supplémentaire qui est en lien. C'est génial, c'est une bonne manière aussi de. Ouais, c'est clair. C'est vrai que cet espace, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est pas ce que tu avais en tête de base. Pas du tout. Mais c'est bien que t'aies pu pivoter aussi rapidement. Que t'aies quand même suivi ton projet passion de je vais me faire kiffer, je vais faire un studio qui me ressemble, avec des soins que j'adore et tout ça. Mais voilà, je pivote parce que je vois que les limites de tel modèle en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien sûr que le business, faut que ça reste une passion. On est d'accord, faut que ça nous anime, faut que ça nous ressemble. Mais au bout d'un moment, si financièrement ça ne fait pas sens et qu'à côté de ça, t'as plein d'autres revenus qui sont beaucoup plus conséquents pour la boîte, mais que la charge mentale de ce projet passion-là prend le dessus, faut aussi faire des choix, quoi. Faut faire des choix. Faut faire des choix, ouais, complètement. C'est clair. Ouais. Après, c'est pas facile à faire. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis après aussi, c'est à quel moment on s'arrête. Parce que parfois il y a des embûches, donc on dit bon voilà, ça je peux passer au-delà, donc t'as l'objectif financier, il est là, voilà, donc il faut savoir à quel moment la jauge de quel est encore le potentiel de croissance ou pas. Moi c'est des questions que je me pose beaucoup depuis 1 an parce que la vie des boutiques à Paris c'est très particulier, ça dépend aussi des quartiers, mais je sais que par exemple dans mon cas, nous, on avait très peu de touristes. On avait peut-être 20% de touristes il y a 3 ans, 2 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes. Les Parisiens, le week-end, ne sont plus là. Donc, notre manière de travailler change profondément. Donc, ça fait 1 an que je réfléchis à tout ça. Comment je vais m'adapter? Parce que encore une fois, c'est assez parisien parce que je pense que les Parisiens, ils sont tellement en manque de nature que dès qu'ils peuvent, ils partent. Soit ils sont au resto la semaine et le week-end, ils sont en week-end. Et donc, les achats, c'est uniquement des cadeaux. Ils sont très dans la culpabilité d'acheter, ce qui n'était pas du tout vrai il y a 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, consommer, c'est presque un peu mal. Donc, il y a une grosse culpabilité. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que... Voilà. Donc, vraiment, il y a tout ça qui vient se greffer un peu dans la tête des gens. Et donc, il n'y a plus de l'achat spontané comme avant. Un achat, il est mûri. Réfléchi, Et après, il y a toute la partie des grosses structures, des grosses marques qui ont des stratégies digitales hyper fortes, qui vont matraquer. Du coup, les gens vont dépenser parce que les gens ont de l'argent à Paris, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça va être plutôt online où je vais à tel endroit et parce que j'ai vu les messages sur Insta genre fois 100 et donc je fais des razzias et je dépense un gros montant et je fais tout mon shopping d'un coup. Et du coup, les petites boutiques indépendantes qui n'ont pas les moyens d'avoir des stratégies digitales comme ça et d'investir des milliers d'euros pour voilà,
Aussi parce que le retail, les boutiques multimarques, c'est aussi des marges qui sont pas énormes par rapport quand on a sa propre marque. Donc il y a tout ça qui rentre en compte, tout ça qui est bouleversé post-Covid, télétravail, nouvelle manière de... Encore une fois, je me rends compte, j'avais un discours il y a pas longtemps où c'était vraiment le retail en général. Le retail est en crise, de manière générale, les gros groupes ferment, etc. Mais je me rends compte aussi que c'est... Moi, ce que je vis dans ma boutique, c'est très parisien, puisque quand on habite à Montpellier, on a moins besoin d'aller s'échapper le week-end. La nature, elle est à côté, en fait. Elle a un quart d'heure de route si on habite dans le centre-ville. Et donc voilà. Donc du coup, c'est aussi très localisé en fonction de l'endroit, quoi. Et même du quartier, parce que il y a des lieux comme Montreuil, ici les Moulineaux, où les gens, pareil, ils ont des plus grands appartements, ils ont des jardins, donc le week-end, ils ont moins ce sentiment de vite, il faut partir. Dans le 9e, il y a zéro nature. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est tout ça que j'observe depuis 1 an. Et donc là, je suis vraiment en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour 2024, de comment ce lieu qui n'a pas dit son dernier mot, ce lieu qui est tellement, pour moi, c'est un peu un carrefour de femmes aussi. Donc il y a plein de belles rencontres qui se font. Enfin, c'est un lieu très joyeux. C'est comment il va trouver encore un nouveau souffle. Il y a eu plein d'étapes. Et c'est un lieu qui a une forme de maturité, on va dire, mais qui souffre d'un contexte global qui est pas entre mes mains totalement. Et donc, comment on va faire fonctionner ce lieu en 2024? Ça, c'est vraiment au cœur de mes réflexions du moment. Du coup, il y a plus quand même un projet de garder ce lieu et de garder cette adresse. C'est pas une volonté de trouver un emplacement qui est différent. Non. C'est vraiment de composer avec ce que tu as, ce que tu connais, mais du coup de l'adapter à ces changements un peu, on va dire, socio-démographiques aussi. Enfin, c'est ça. Parce que c'est un lieu que j'adore. Ouais. Profondément, c'est un quartier que j'adore, vraiment aussi. Donc si un jour la boutique devait s'arrêter, il y en aura pas d'autres. C'est celle-là en fait. Je sais que c'est celle-là et que ce quartier. Et donc voilà. Donc et puis il a un vrai potentiel. Donc je pense qu'il faut encore réinventer, remanier plein de choses pour s'adapter à un contexte retail complexe. Ouais. Et au final, c'est l'entrepreneur. Je pense que c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est l'ADN de l'entrepreneur, quoi. C'est vraiment toujours ça. Parce que nous, par exemple, l'accompagnement en ligne, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup d'évolutions avec le Covid, mais voilà, on voit aussi le comportement des personnes qui changent. Comme tu dis, il y a des gens qui ont aussi besoin de te voir et de te revoir et avant d'avoir confiance. Enfin voilà, je pense qu'il faut s'adapter à n'importe quel domaine dans lequel on est et dans lequel on évolue. Il faut s'adapter à nos clients et comment est-ce que eux ils ont leur mindset aussi. C'est ça, s'adapter au mindset de nos clients, exactement. Et comment on fait à partir de là. C'est clair. Et comment tu l'avais trouvé ce lieu initialement? Pourquoi est-ce que tu avais choisi ce spot-là, cette boutique-là? Est-ce que tu avais déjà des clients, des personnes qui te connaissaient via les pop-up, via le site, qui du coup tu savais que ils étaient très concentrés dans cet endroit-là sur Paris, ou est-ce que vraiment c'était comment est-ce que t'as fait une étude de marché pour te dire il y aura assez de trafic piéton pour que ça marche? Comment est-ce que t'as choisi et tu t'es implanté dans ce spot-là? Alors du coup la première boutique a été rue Condorcet, donc à 5 minutes à pied. Donc déjà il y avait cette expérience de 2 ans où je voyais que la clientèle correspondait beaucoup à mon offre, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, plutôt CSP+, avec un attrait pour le beau, pour l'artisanat, le made in France, pour nos valeurs. Donc ça fonctionnait bien. Et donc c'était assez cohérent de rester dans ce quartier-là. Moi, c'est un quartier que j'adore. Ça fait 16 ans que je vis à Paris. J'ai toujours été... mon premier job, c'était Boulevard Barbès. Vraiment, j'ai toujours été beaucoup dans ce quartier. Et l'expérience de 2 ans rue Condorcet a montré que j'étais au bon endroit. Okay. Voilà. Et donc on a visité plusieurs lieux, assez quand même déjà spontanément dans le 9 et le 18e. Et puis le local était tellement génial, c'était le coup de cœur, quoi. C'était genre waouh, il est trop beau. Encore. ouais, c'était waouh. Il est au pied du métro Saint-Georges, donc c'est un quartier qui est hyper charmant, qui a beaucoup d'âme, c'est un peu comme un village. Tout le monde est à pied, voilà, c'est vraiment, comme à Paris, mais vraiment tout est à taille humaine, c'est un petit village, tout le monde se connaît, et donc grand attachement au quartier, et je pense que oui, les gens du quartier sont connectés à ce qu'on propose comme offre, donc c'était assez intuitif, comme tu dis, toujours. Mais oui, après voilà, c'est vrai que aujourd'hui, avec 6 ans de vie boutique, c'est vrai que si je devais trouver un nouveau lieu, je pense que je serais plus pragmatique donc est-ce qu'il y a une boulangerie? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un pressing, un vétérinaire? Moi, je vois que ça, c'est des petites choses
qui sont importantes, d'être sur le passage des rituels des gens du quartier, donc le pressing, le vétérinaire, c'est cool, d'être près d'hôtels. Alors il y a beaucoup d'hôtels dans le 9e, donc c'est bien aussi d'avoir les touristes qui gravitent quand même pas mal, parce que les touristes vont être beaucoup plus à Montmartre et aux Abbesses, donc nous on est en dessous, mais finalement il y a quand même beaucoup d'hôtels, donc voilà, ça c'est donc. Après, il y a d'autres petites choses. C'est que ça, j'y avais pas du tout pensé à l'époque, mais le fait que la rue soit en pente, apparemment, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que les gens, ils sont plus dans un moment, au lieu de flâner, ils sont dans l'effort physique. C'est ça, non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais non, mais c'est drôle, on m'a dit ça, et c'est vrai, apparemment. Quand même. C'est pas l'Everest non plus. Non, mais donc, oui, c'est vrai que c'est des petites choses que t'apprends au fur et à mesure et tu grandis aussi, du coup, avec les projets, mais c'est intéressant. La rue en montée, j'y avais jamais pensé. Ouais. Ben ouais, moi non plus, mais en fait, ça fait sens. Enfin, c'est clair en fait, que. Voilà, on monte ou enfin, voilà, c'est un lieu de passage. Soit on monte un peu dans l'effort, soit on descend, on va un peu vite. Ouais. Oui, t'es pas là en train de flâner, en train de regarder les vitrines. Ouais, c'est ça. C'est assez étonnant. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est le nombre de personnes qui disent mais j'avais jamais vous été là, j'habite à 2 rues, mais je passe jamais là. C'est jamais mon lieu de passage. Ouais. Donc en fait, d'où la force. Bon, il y a la vie de quartier, mais des réseaux sociaux, de la com, faut être vraiment multicanal. Ouais. Après, c'est pas évident quand t'as une petite structure avec peu de budget, de tout gérer, d'être multicanal et d'avoir aussi d'être sur tous les fronts. Ça, c'est le gros la différence entre une boutique indépendante qui va peut-être avoir 1 ou 2 vendeuses et une marque, une franchise qui a tous les leviers financiers, marketing, voilà. Ouais. Oui, ça fait une différence. Parce que là, du coup, en boutique, t'as quelqu'un avec toi, ta collaboratrice. Alors du coup, oui, j'avais une collaboratrice depuis 2 ans, mais qui était elle-même entrepreneur, donc elle était avec moi à mi-temps. Okay. Donc là, elle a décidé de se recentrer pleinement sur son propre business. Activité. C'était prévisible, on le savait, parce que c'était vraiment une perle. Et alors, elle continue du coup quand même en freelance. Elle est plus là physiquement, mais elle garde des sujets, donc comme la salle de yoga. Oui. Elle va être là un peu à Noël en backup. Mais pour l'instant, je suis un peu en transition, où je suis seule. Je cherche à recruter quelqu'un, mais on trouve pas quelqu'un qui fait tout comme elle. Ouais, c'est difficile. À la fois la vente, et puis elle faisait de la com, des stories, la gestion du booking. Enfin, elle était tellement multicasquette que elle est dure à remplacer. Ouais. Voilà. Ça, c'est souvent difficile. Enfin, une pépite qui a cet état d'esprit. Ce mindset d'entrepreneur. En fait, voilà, c'est quelqu'un. J'allais dire quelqu'un qui est un peu couteau suisse et dont tu as besoin quand t'es, déjà, surtout quand tu te lances au début, t'as besoin de quelqu'un comme ça. Ouais. Et, même quand t'es encore toi à 100% sur ta boîte et que t'as besoin d'un bras droit pour t'aider, il faut quelqu'un qui sache faire ce que tu fais toi aussi. Ouais. Donc, et qui est animé, en fait, qui est heureux le matin de venir dans elle, c'était elle qui était venue suite à un live avec Mademoiselle Pierre dont je vous parlais tout à l'heure. Elle était venue me voir, elle avait proposé ses services. À ce moment-là, j'avais une intérimaire, donc, j'étais pas en recherche. Et donc elle était très heureuse et elle était très connectée au projet. Donc en fait, elle s'est l'était appropriée, je pense, un petit peu comme le sien. Ouais. Et au-delà d'être une personne très compétente et motivée et très vraiment quelqu'un de grande confiance, elle je pense que quand on est entrepreneur, il faut s'entourer de gens qui se comportent comme si c'était leur propre bébé. Absolument. Et ça, c'est rare. Et ça, c'est très rare. Et c'est dur parce que c'est des personnes qui vont après lancer leur activité, quoi. C'est ça. Exactement. Donc c'est ça. Donc voilà. Ça court pas les rues, ce genre de profil. Non, c'est ça. Donc pour l'instant, voilà, je suis solo jusqu'à Noël avec des backups ponctuels en boutique, voilà. Et en recherche de la prochaine. Donc si quelqu'un écoute ce podcast et veut postuler, contacte Marina. Donc du coup, alors petite avant dernière question. Comment justement est-ce que tu gères la communication, parce que du coup t'as la com du site, de la marketplace du site en ligne, t'as la com du coup de la boutique aussi, t'es omnicanal, donc t'es sur Instagram, t'es sur quelle plateforme est-ce que vous êtes et comment est-ce que tu gères tout ce contenu, parce qu'on sait que c'est un travail titanesque. Nous on est sur 3 plateformes, ça suffit amplement et c'est un boulot à temps plein, quoi. Donc c'est sûr. Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est forcément Instagram, newsletter. Essentiellement, c'est ces 2 leviers-là, je dirais. Pinterest, mais c'est pas, je l'utilise pas vraiment de manière optimisée, voilà. Mais donc Instagram, c'était Emeline qui faisait beaucoup de contenu, donc on mettait le planning des contenus de manière hebdomadaire.
Et pareil, la newsletter, c'est elle qui l'a gérée aussi. Donc là, c'est vrai que je reprends toute la main sur tout ça. Il y a un peu moins de newsletter. Forcément. Voilà. Et après, les stories, j'ai repris un peu. On faisait tout sur Canva, donc des choses assez léchées, jolies, avec des thématiques, avec des quiz. Donc c'était assez, voilà. Mais j'ai repris une communication du coup plus spontanée en boutique, avec voix off, avec où j'emmène les gens en boutique avec moi. Et finalement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Oui. Parce que je crois que on était peut-être un peu plus figé en faisant des choses Canva, template, hyper tatata. Et donc là, je crois que c'est bien d'incarner ce que je disais aux filles de Tatsuri la semaine dernière. Finalement, c'est vrai qu'une photo, une story d'un livre statique sur une table basse, même s'il y a une jolie bougie à côté, c'est un objet qui vit pas. Si on fait une vidéo où le livre est ouvert par des mains et on tourne les pages, il est incarné. Donc je reviens un peu en ce moment à cette communication plus incarnée. Pour plein de raisons, j'étais un peu moins sur le devant de la scène ces 2 dernières années. Et là, j'ai envie de redevenir plus la voix du projet. Et voilà. Et je pense que dans les stories, c'est important que les gens puissent dire, voilà, cette boutique, c'est la boutique de Marina et c'est sa sélection, c'est ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie de nous transmettre comme valeur. En fait, voilà, je sens que c'est de nouveau important que je reprenne cette voie-là. Remettre ta personnalité, ton identité vraiment au cœur du projet. Qui était beaucoup plus le cas à l'époque, puisqu'avec le blog, on voyait plus en photo, il y avait plus d'interviews, puisque je me montrais plus. Voilà, les gens venaient plus à moi parce que je me montrais plus aussi. Et ça, je l'ai moins fait parce que moins le temps, jeune maman, et t'es prise dans pour plein de raisons. Mais là, je me sens plus disponible pour voilà, redonner de la voix et c'est hyper excitant, c'est chouette. Ouais, c'est cool, ça fait un autre projet créatif à nouveau. J'allais dire peut-être que c'est arrivé au bon moment aussi, malgré que t'aies pas envie qu'elle parte. Au final, ça te force à te remettre un peu dedans. Parce que c'est vrai que quand on a un projet, plus il y a d'effectifs, plus il est un peu désincarné. Sauf si on a vraiment un visage public tellement fort que ça fédère à fond. Mais c'est vrai qu'on prend pas les sujets de la même manière, on se les approprie pas de la même manière, ça je le ressens. Effectivement, donc oui, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Et c'est vrai que c'est super important parce qu'on le remarque, enfin, et même tu vois dans les très grosses marques, il y en a plein qui essayent d'amener un côté plus personnel et identité en mettant en avant le fondateur ou en mettant en avant vraiment quelqu'un qui représente la marque parce que c'est important. Voilà, un visage, un côté humain, une personnalité parce que les gens ils ont besoin de comprendre qui est derrière ce projet. Et est-ce qu'on se sent connecté à cette personne et à ses valeurs, et est-ce que sa posture nous appelle en fait, ou est-ce qu'on dit oulala, c'est la vibe, je l'aime pas. Et je pense qu'en fait on est dans une époque tellement désincarnée de plein de choses qu'on a besoin de se sentir connecté aux autres et que ça passe quand on achète une marque, c'est comment ça a été produit, quelles sont les valeurs et les priorités de cette marque, est-ce que cette personne me comprend et est-ce qu'on a on a envie des mêmes vies. Et je pense que c'est logique, mais je pense que c'est assez inconscient. Et qu'on se dit pas tous les matins je vais acheter ce pull parce que la fille a l'air sympathique, on se le dit pas comme ça mais inconsciemment en fait on vient. Et je pense aussi, moi j'adore le storytelling, j'adore raconter des histoires, j'aime les petits détails, tout ce qui est la sensibilité de chaque chose et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, mais du coup, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, t'adores raconter des histoires et donc forcément les gens de toute façon, il y a besoin de ça, je pense que t'as besoin de raconter l'histoire du produit et de pourquoi, encore une fois, qui est derrière, pourquoi est-ce que toi tu l'as choisi. Exactement. Qu'est-ce que t'as fait ressentir ce produit-là et donc pourquoi est-ce que les personnes vont être amenées à l'acheter aussi, à se l'approprier parce que c'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que peut-être que les personnes elles comprennent, elles accrochent soit à toi et à la façon dont toi tu l'as choisi, soit elles accrochent à l'histoire du produit et c'est toi qui vas le mettre en avant en fait cette histoire. Donc c'est super important et c'est vrai que je pense que le fait que tu vas pouvoir à nouveau te pencher là-dessus, ça va remettre à nouveau je pense. en avant. Je le sens comme ça. Ouais, absolument. On a 2 petites questions parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. On a 2 petites questions avant qu'on se quitte. La première, c'est est-ce qu'il y a justement quelqu'un qui t'inspire, une ressource que tu souhaites partager? Ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être un autre podcast, ça peut être, je sais pas, quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent. Je pense que ce qui m'anime beaucoup, c'est l'image, c'est le visuel, c'est l'esthétique. Donc c'est que Pinterest pour moi c'est une source vraiment créative. La vie Pinterest. Voilà. Donc c'est vrai que comme je suis très très visuelle pour ça,
Et après, alors j'aurais pas une personne spécifique à mentionner. Je pense que je suis hyper inspirée par ce nouveau mouvement de femmes qui s'est mis en place depuis quelques années. Déjà, moi, quand j'ai commencé ma société, j'étais entourée de beaucoup d'entrepreneurs, mais il n'y avait que des hommes. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de femmes. C'est dingue. C'est fou, hein. Ouais. Le changement, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc ça, et puis de par le projet de la scénographe et de ce lieu physique et de la cabine de soins et des profs de yoga, je suis entourée de femmes hyper inspirantes. Et c'est vraiment très joyeux, et je vois la sororité, je vois les échanges qu'on a. Et donc c'est plutôt la femme de manière générale qui est je trouve très inspirante, et ces femmes entrepreneurs passionnées qui se lèvent le matin et qui suivent leur intuition et leurs envies, et ça m'inspire beaucoup. J'adore. C'est beau. Ouais. C'est vrai que nous on le sent un peu la même chose. Après, nous on a démarré il y a un peu moins longtemps, mais c'est vrai que de plus en plus on voit de femmes aussi se lancer, et ça fait du bien, quoi. Ouais. Ça fait du bien, que je trouve que de voir que en fait tu peux faire un business à ton image, tu peux faire un business en tant que femme, parce que, qu'on se le dise, on est différente des hommes, on a une façon de gérer le stress, de gérer les choses, de communiquer, de marketer, de vendre en fait, qui est différent que les hommes, mais c'est ok. Et en fait, je trouve que jusqu'à présent, les pratiques business et les pratiques marketing qu'on enseigne sont relativement masculines, et donc il y a tout à déconstruire et à reconstruire en tant que femme, mais du coup c'est très beau de savoir que oui, genre l'intuition a sa place dans le business, et que c'est pas juste un truc qu'on peut balayer de la main parce que le côté émotionnel ça va pas, parce que le côté intuition on devrait pas, c'est pas business, alors que si, absolument, et ça a vraiment sa place. Et du coup c'est marrant parce que pour l'instant, on a interviewé beaucoup de femmes sur le podcast. C'est pas, je sais pas si c'est pas forcément volontaire, mais c'est juste que, naturellement, ça se fait comme ça. Enfin, au niveau de l'intuition, forcément, tu vas vers les femmes parce que, tu vas vers les personnes qui te ressemblent un peu. Et ça ressort à chaque fois. Et ça ressort à chaque fois. Ouais. C'est l'intuition, c'est vraiment savoir s'écouter. Et je trouve que faire le business, enfin, c'est génial. Entreprendre différemment, et ça marche. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est très très beau. Donc je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Du coup, notre dernière question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Marina, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à la scénographe? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la scénographe? Beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup de flexibilité, voilà. Toutes ces choses qui sont essentielles pour aller de l'avant et puis suivre son chemin pour aller là où on doit être. Voilà, je crois que c'est ça. Et vraiment de la joie et de la passion, c'est mes deux moteurs principaux, et j'ai envie qu'ils restent là, hyper ancrés en moi. Génial. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, on te souhaite tout ça. On te souhaite tout ça. Et merci beaucoup à toi. Merci à vous pour cette invitation. J'étais hyper heureuse d'échanger avec vous ce matin. Eh ben, écoute, pour nous aussi, vraiment, je pense que ça se voit. Pour ceux qui vont l'écouter, peut-être que notre sourire va se voir aussi, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'est très inspirant pour nous aussi. Et on mettra du coup toutes les ressources dans la description pour les personnes qui souhaitent te contacter, qui veulent visiter la boutique, qui veulent visiter le site. On mettra tout du coup en description. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Merci à bientôt. Les filles, à bientôt. Ciao. Merci. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!